Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence. C'est très impressionnant pour moi que de m'adresser à vous ici aujourd'hui. Merci Monsieur Léchevin, merci Monsieur le représentant de l'ambassadrice de France et merci au Théâtre de Liège d'avoir contribué à l'organisation de cette belle Nuit des idées. Il y a un an, j'étais aussi pour la Nuit des idées ailleurs, à Berlin, où nous réfléchissions ensemble sur l'urgence et sur le caractère urgent de mettre en route d'autres modèles pour permettre à notre monde de sortir des impasses dans lesquelles il se trouve. Et je suis très heureux de renouveler cette belle expérience de la Nuit des idées, ici à Liège, avec vous. Alors je suis inquiet. Je suis inquiet devant l'importance de l'auditoire, d'autant plus que sur les questions dont nous allons parler, je suis plus habité par l'inquiétude que par les certitudes. Je ne vais donc pas vous inviter à écouter un cours magistral, mais bien plutôt à partager une réflexion, à partager des interrogations et éventuellement à participer, si vous le souhaitez, pour ceux qui ne nous quitteront pas à l'entracte, à un débat. Alors le titre que nous avons choisi, Éduquer le vivant ou les algorithmes. Le vivant ou les algorithmes, avant de rentrer dans l'alternative, si alternative il y a, peut-être pouvons-nous rapidement tenter de définir des termes qui à eux-mêmes, bien sûr, nécessiteraient de longs développements. L'éducation, traditionnellement, est définie comme l'action de conduire au dehors. Conduire au dehors, mais aussi, c'est la double étymologie, comme le fait de nourrir l'enfant. Le nourrir pour qu'il soit capable d'aller au dehors, de nous échapper, de se développer, de devenir une personne et un sujet. J'ai l'habitude aujourd'hui, quand on me demande de définir plus précisément l'éducation, d'expliquer que c'est une relation dissymétrique. Elle est dissymétrique parce que il y a un enfant qu'il faut éduquer, qui vient au monde démuni, infiniment démuni. L'enfant ne sait rien faire. L'enfant n'est pas comme l'abeille. L'abeille porte son régime politique dans ses gènes. Nul n'a jamais vu une abeille démocrate, ni républicaine. Elle est génétiquement royaliste. Et depuis que les abeilles existent, elles font des ruches qui sont toujours identiques. Il n'y a pas d'histoire. Il faudra attendre la prochaine mutation génétique des abeilles, qui malheureusement risque d'arriver assez vite, pour que l'organisation de la société des abeilles change. Quand une abeille naît, elle n'a pas à s'interroger sur son avenir, il est écrit. Il est écrit dans ses gènes, il est écrit dans son ADN. En revanche, quand un enfant naît, eh bien, il est démuni. Il naît prématuré, c'est la néoténie. Il naît sans savoir vivre tout seul, il ne sait pas faire sa toilette comme le petit chat. Il ne sait pas trouver sa nourriture comme la plupart des animaux sauvages. Alors il a besoin d'adultes et il n'est pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité d'un petit être humain qui ait pu grandir sans l'aide d'adultes. On a ici ou là quelques exemples de ce qu'on a appelé les enfants sauvages, mais aucun de ces enfants sauvages n'a pu, parce qu'ils ont été privés dans les premières années de leur vie de cette figure tutélaire de l'adulte, n'a pu accéder lui-même à l'état adulte. C'est donc une relation dissymétrique dans laquelle, que nous le voulions ou non, nous imposons un certain nombre de choses à nos enfants. Nous leur imposons la langue qu'ils vont parler, leur manière de table, l'organisation de leur temps, et nous les accueillons dans ce monde pour qu'ils y prennent leur place. Cette relation est dissymétrique, elle est nécessaire, mais elle est provisoire aussi dans la mesure où elle vise à permettre l'émergence d'un sujet libre qui va décider de sa propre vie dans un collectif. Alors voilà pour une définition très rapide et sommaire de l'éducation. L'algorithme maintenant. Eh bien, je ne vais pas m'en tenir à la connotation qui arrive spontanément à l'esprit quand on parle d'algorithme aujourd'hui, qui est le numérique. En réalité, vous savez peut-être le terme algorithme qui ne comporte pas d'Y, donc il n'y a pas de rythme dans algorithme,
Le terme algorithme vient d'un mathématicien perse du IXe siècle. C'est une adaptation du nom de ce mathématicien perse du IXe siècle qui définissait l'algorithme, je vous ai mis ici sa définition, comme une suite finie et non ambiguë d'opérations d'instruction permettant de résoudre une classe de problèmes. Une suite finie d'opérations et d'instructions permettant de résoudre une classe de problèmes. C'est cela un algorithme. Le théorème de Pythagore est un algorithme. C'est une suite finie d'opérations et d'instructions qui permet de calculer le carré de l'hypoténuse à partir du carré des deux autres côtés. Bon, voilà, mais on peut aussi l'utiliser en inversant les choses et en recherchant la superficie du carré, l'angle droit, etc., etc. L'algorithme, c'est donc un ensemble d'opérations, des procédures stabilisées. Et c'est cette conception-là que je vais mettre à l'épreuve du vivant, parce que je trouve que cette conception-là est en train d'arriver très fortement dans le champ éducatif à travers une multitude de prescriptions, une multitude d'événements que nous vivons tous plus ou moins sans nécessairement toujours pouvoir les relier entre eux. J'aurai deux parties dans cet exposé, une première partie où je vais essayer de repérer ces algorithmes à l'œuvre aujourd'hui dans le champ éducatif, et une deuxième partie où je m'efforcerai de réfléchir avec vous sur ce que pourrait être un vivant, peut-être pas contre les algorithmes, mais un vivant qui dépasse simplement une éducation qui serait centrée sur les procédures standardisées que représentent les algorithmes. Alors, première partie, eh bien, j'ai utilisé pour le titre de cette première partie une phrase célèbre dont vous connaissez sans doute les auteurs. Il s'agit de Karl Marx et Friedrich Engels dans le manifeste du Parti communiste, qui écrivent ensemble, et je trouve que ça sonne bien, « Nous périrons dans les eaux glacées du calcul. Nous périrons dans les eaux glacées du calcul. » Et un peu plus loin, Marx et Engels rappellent qu'il s'agit toujours des calculs égoïstes de la bourgeoisie. Alors de quel calcul parlent alors Marx et Engels? Ils ont vu apparaître dans l'Angleterre du XIXe siècle les manufactures. Ils ont vu comment ces manufactures avaient été transformées par l'apparition de la machine-outil, de l'investissement et du capital. Qu'est-ce qui s'est passé, disent Marx et Engels? Eh bien, on a acheté des machines-outils et il a fallu rentabiliser ces machines-outils. Pour les rentabiliser, il fallait qu'elles tournent 24 heures sur 24. On a donc inventé les 3-8. Là où la machine était au service de l'ouvrier, on a mis l'ouvrier au service de la machine. On a mis l'ouvrier au service de la machine parce qu'il fallait rentabiliser cette machine et parce que le calcul s'est substitué à la pensée explicative. Et c'est ainsi que sont nés, nous disent Marx et Engels, les prolétaires. Parce que chez Marx et Engels, on ne trouvera nulle part l'affirmation que les ouvriers étaient des prolétaires. On trouvera l'affirmation que les ouvriers ont été prolétarisés par la machine. Ils ont été prolétarisés par la machine à partir du moment où ils ont été assujettis et asservis par la machine, où ils se sont mis à son service, où on a découpé leurs tâches en une multitude de segments juxtaposés, où on les a contraints à refaire éternellement les mêmes choses, et Marx même dit qu'on les a en quelque sorte vidés de leur capacité à penser leur propre travail, dans la mesure où ils n'ont plus pu avoir ce contrôle sur leur environnement, sur les machines qui les environnent. Ils ont été vidés, dit même Marx, de leur intelligence au profit de la mécanique, au profit de la machine. Alors oui, on pourrait se demander si aujourd'hui nous ne vivons pas dans le champ éducatif un phénomène de ce type. Si nous ne vivons pas une forme de prolétarisation des enseignants, si nous ne vivons pas dans un monde où ce sont finalement les enseignants qui sont au service des tableaux Excel et non plus les tableaux Excel qui sont au service des enseignants. Alors c'est un peu cela que je vais explorer avec vous d'une manière volontairement provocatrice, mais c'est une provocation bien sûr à penser.
nous périrons dans les eaux glacées du calcul. Pourquoi? Sans doute parce que l'hégémonie des évaluations, de toutes les évaluations internationales en particulier, réduit les finalités de l'éducation à ce qui est strictement quantifiable et comparable. Il y avait la bourse de Chicago pour le blé, il y avait New York pour le Nasdaq, Paris pour le CAC 40, il y a maintenant Pisa pour l'école. La bourse avec une monnaie unique, qui n'est malheureusement pas une monnaie commune, mais vraiment une monnaie unique, imposée non pas par la communauté européenne ou par l'Organisation des Nations Unies, mais par un petit club construit jadis après la libération pour mettre à exécution le plan Marshall, le club de l'OCDE, un petit club qui n'est qu'un lobby parmi d'autres au sein de l'Europe pour propager une vision ultralibérale de l'économie. Eh bien, cette OCDE, depuis l'année 2000, a mis en place un système d'évaluation systématique des systèmes éducatifs. Il y a beaucoup de systèmes là-dedans, comme vous le voyez. Alors, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il n'y a rien à prendre dans ces évaluations-là. Il y a évidemment un certain nombre d'informations précieuses dans les évaluations PISA. Concernant le système éducatif français, par exemple, PISA nous apprend que d'enquête en enquête, nous creusons les inégalités. Nous creusons les inégalités puisqu'en France, entre le décile supérieur des élèves de 15 ans, ce sont les élèves de 15 ans qui sont, vous savez, testés par PISA, et le décile le plus faible, il y a 4 années scolaires d'écart. C'est-à-dire qu'à 15 ans, entre les plus forts et les plus faibles, il y a 4 années de travail qui les séparent. C'est une interrogation qui, quand même, me semble-t-il, devrait nous faire réfléchir. Nous apprenons aussi que la France est championne en matière de lien entre l'origine sociale et le creusement des inégalités. Nous apprenons également que la Belgique n'est pas loin là-dessus, mais que la France est très en avance sur le peu de temps de travail des élèves, et en particulier des élèves issus de milieux défavorisés, puisque ces élèves non seulement sont dans des ghettos souvent mal dotés, avec des enseignants précaires, des vacataires, des contractuels, des jeunes qui débutent et qui n'ont pas l'expérience, et que, qui plus est, la qualité du climat scolaire y est bien dégradée, au point que PISA nous explique qu'un enfant d'un réseau d'éducation prioritaire dans une banlieue de Lyon, de Paris ou de Marseille, compte tenu du bruit, du chahut et des difficultés à faire régner l'ordre dans les classes, a environ 30 à 40% de temps de travail en moins qu'un élève d'un bon collège de centre-ville. Alors tout cela, ce sont des enseignements précieux qu'il faut regarder, et il ne faut pas jeter PISA avec l'eau du bain. Bon, voilà. Mais il faut néanmoins se méfier de ce type d'outils. Pourquoi? D'abord parce qu'il nous propose des classements sur des panels de pays qui ne sont jamais les mêmes. Alors, quand on vous dit la Belgique s'est avancée de rang ou a rétrogradé de 3 places, on ne vous dit rien, puisque d'enquête en enquête, le périmètre des pays testés n'est pas identique. Ensuite, parce que quand on regarde les résultats sur les 3 disciplines qui sont testées par PISA, qui sont la lecture, l'arithmétique et ce qu'on appelle la culture scientifique, si on regarde ces résultats, on est quand même frappé par le fait que les pays qui arrivent en tête sont loin d'être homogènes en matière de système scolaire. Pendant très longtemps, c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, les 2 pays qui arrivaient en tête étaient la Finlande et la Corée du Sud. Les résultats de la Finlande et de la Corée du Sud étaient à peu près identiques dans tous les domaines. Mais quand on regardait la nature des systèmes éducatifs, des systèmes politiques et l'organisation sociale des 2 pays que sont la Finlande et la Corée du Sud, on ne pouvait pas en déduire
qu'ils étaient strictement identiques. Les systèmes éducatifs étaient même complètement à l'opposé l'un de l'autre. En Corée du Sud, et c'est vrai aujourd'hui pour l'immense majorité des pays asiatiques, les enfants sont soumis très tôt à une concurrence extrêmement rude, et dès leur entrée dans l'enseignement secondaire, ils suivent en général deux écoles, une école qui est soit l'école d'État, soit l'école privée, qui les amène jusqu'à 16h l'après-midi, et une deuxième école, qui est une école qui est payée par la famille, celle-là, qui prend les enfants à partir de 16h30 ou de 17h jusqu'à 21h ou 22h pour les entraîner d'une manière systématique aux exercices d'évaluation qui leur seront proposés chaque mois, chaque trimestre, chaque année, jusqu'au test PISA, l'année de leurs 15 ans. C'est pour la Corée du Sud. En Finlande, il n'y a rien évidemment de tel, puisque les élèves ne sont pas notés jusqu'à l'âge de 15 ans, puisqu'il n'y a pas de concurrence stimulée entre eux, mais qu'au contraire, on promeut systématiquement l'entraide entre élèves. En Finlande, les cours s'arrêtent à 14h ou 14h30 et les après-midi ne sont pas consacrés à des entraînements systématiques, mais à des activités qu'on dirait socio-culturelles, y compris transgénérationnelles, avec les seniors, avec les gens du quartier, avec les artisans aussi, des activités sportives, artistiques ou des clubs qui peuvent être des clubs humanitaires ou des clubs d'astronomie. Alors on a là deux systèmes radicalement différents qui obtiennent les mêmes résultats. Alors les spécialistes de ce qu'on appelle les données probantes, c'est-à-dire qui nous disent qu'il faut regarder les résultats pour savoir quel système adopter, eh bien sont bien embêtés quand même. Parce que regarder les résultats pour savoir quel système adopter, entre la Finlande et la Corée du Sud, on a les mêmes résultats, mais on n'a pas tout à fait les mêmes systèmes. Alors, que nous dit PISA à cet égard? Ben rien. Rien. Si ce n'est que probablement ni la France ni la Belgique ne vont pouvoir mettre en place un système tel que celui de la Corée du Sud, mais pas non plus un système tel que celui de la Finlande, que nous avons nos spécificités historiques, sociologiques, et qu'il nous faut créer une école exigeante et de qualité avec nos spécificités, mais sans être nécessairement fixé, rivé sur les seuls résultats quantifiables et mesurables. Quantifiables et mesurables parce que les tests PISA laissent échapper une multitude de choses. On ne mesure pas dans PISA la qualité de l'expression orale, on ne mesure pas la créativité, on ne mesure pas l'esprit critique, on ne mesure pas la capacité à coopérer avec autrui. Rien de cela n'est mesuré, comme si rien de cela n'était important en matière éducative. Alors il y a un biais, bien sûr, il y a une conséquence, plus exactement particulièrement préjudiciable, c'est que ces classements internationaux font finalement l'impasse sur les vrais projets éducatifs et même sur les projets de société qu'il y a derrière les projets éducatifs. Et nous savons depuis quelques années, en particulier en raison des travaux qui ont été menés par nos collègues en Amérique, aux États-Unis, que cette hégémonie des tests finit par produire un phénomène qui est maintenant bien étudié, qu'on appelle le teaching by test ou to the test, c'est-à-dire que l'on n'enseigne plus que ce qui va être évalué par les tests internationaux, déclinés en tests nationaux, déclinés en tests locaux, déclinés dans chacune des classes, et qui aboutissent à un effet Givaro. La tête de l'élève est réduite à ce que les observateurs de PISA peuvent en observer. Voilà. Nous périrons dans les eaux glacées du calcul. Nous périrons dans les eaux glacées du calcul parce que, à l'instant même où nous prenons connaissance des données, y compris les données sociologiques sur les systèmes sociaux et scolaires, eh bien, ces données ne sont plus valides, elles sont déjà périmées. On ne dit pas suffisamment que si la sociologie photographie à un moment donné l'état d'une société et attire notre attention sur des
corrélations significatives. Corrélation, par exemple, entre l'origine sociale d'un élève et ses résultats à l'école. La sociologie n'est en aucun cas prescriptive. Elle n'est que descriptive d'un état donné, qui ne se reproduira que si les pratiques ne changent pas. C'est-à-dire que les données sociologiques, elles sont faites pour être démenties. La corrélation entre les élèves issus de familles défavorisées et les mauvais résultats scolaires est une corrélation que l'école doit démentir. Ce n'est pas un fait qui doit se reproduire, c'est un fait qui, à l'instant même où il est observé, est invalidé par tous les acteurs qui militent pour le réduire, cet écart. Et il ne faudrait pas, comme on le voit trop souvent, imaginer que les statistiques, quelles qu'elles soient, nous donnent, au-delà d'une vision du présent, une prescription du futur. Ces statistiques rendent compte de l'activité humaine toujours a posteriori, et ne peuvent être prescriptives que si elles abolissent notre liberté d'agir pour faire mentir les statistiques. Alors bien sûr, et nous l'avons éprouvé très fortement en France avec la publication il y a quelques semaines d'un très beau livre sous la direction du sociologue Bernard Lahire, bien sûr il est très important de se mettre en face des réalités sociales, mais pas pour les considérer comme une fatalité. Elles ne sont pas une fatalité, elles ne sont qu'une photographie d'un état donné de la société à un moment donné. Un état qui ne se reproduira que si les pratiques ne changent pas. Et donc, arguer de ces statistiques pour considérer que rien n'est possible, rien n'est faisable et que nous sommes astreints simplement à regarder le monde et à cautionner ce qui s'y passe, c'est bien évidemment s'exposer à périr dans les eaux glacées du calcul. Oui, nous périrons dans les eaux glacées du calcul parce que, et alors là, rentrons peut-être plus précisément dans certains algorithmes qui sont dans les petits appareils que vous avez tous dans votre poche. Ces algorithmes qui vont nous permettre de choisir un certain nombre de choses, mais qui vont surtout nous poursuivre en permanence et qui nous astreignent d'une certaine manière à reproduire toujours ce que nous avons fait une fois. Quand vous commandez un livre chez un grand marchand de livres par correspondance, eh bien, vous recevez dans la minute qui suit un courriel qui vous dit « Vous avez aimé, vous aimerez ». N'est-ce pas ? C'est-à-dire que si vous avez acheté un livre policier, on ne va vous proposer que des romans policiers. Le principe des algorithmes qui fonctionnent dans nos petits appareils ou nos grands appareils numériques, c'est de capter notre profil, de le figer, de le solidifier et de nous proposer à partir de là de reproduire exactement les mêmes choses en faisant de nous un cœur de cible. Nous sommes un cœur de cible. L'algorithme nous transforme en cœur de cible. Il nous conduit à répéter indéfiniment les mêmes gestes et les mêmes actes pour pouvoir être le plus facilement capté dans les réseaux de prescription de la société marchande. Oui, ces algorithmes-là sont très efficaces. Et quand on y réfléchit, ils sont le contraire même de l'éducation. L'éducation, ça n'est pas dire à un enfant qui aime les romans policiers « tu as aimé, tu aimeras les romans policiers ». L'éducation, ça consiste à dire à un enfant qui lit que des romans policiers « tu pourrais peut-être lire de la poésie, lire de l'histoire et même de la philosophie. Tu pourrais regarder au-delà de ce que tu sais déjà faire pour apprendre des choses nouvelles et découvrir des mondes nouveaux. » Voilà ce que précisément les algorithmes n'aiment pas. Parce que cela crée du désordre
dans le système de gestion de l'offre et de la demande que régissent les grandes industries du numérique. Oui, ces algorithmes-là nous enferment dans des répétitions, ne nous permettent pas la découverte, ils nous enquistent dans un hypothétique donné. Et je retrouvais il y a encore quelques jours une citation d'Hannah Arendt, donc de bien avant l'émergence du numérique, et qui déjà nous disait, à propos des humains qu'elle observait, ils sont prisonniers de la subjectivité de leur propre expérience singulière, qui ne cesse pas d'être singulière quand on la multiplie indéfiniment. Il ne suffit pas de multiplier indéfiniment des singularités pour créer du commun. Il ne suffit pas de juxtaposer des clients pour créer du collectif. Il ne suffit pas d'ajouter des consommateurs pour faire société. Et là, les algorithmes, me semble-t-il, sont précisément à l'inverse de ce que nous pourrions attendre de l'éducation. Ils nous enferment, eux aussi, dans les eaux glacées du calcul. Alors, si nous continuons à explorer cela, et si nous nous focalisons progressivement sur la question éducative, on va découvrir d'autres types d'algorithmes, encore une fois au sens étymologique, pas au sens strict des algorithmes numériques. On va découvrir ces algorithmes à travers les travaux d'un certain nombre de macro-analyses qui sont effectuées au niveau international sur les pratiques pédagogiques. Alors nous disposons maintenant de beaucoup de ces macro-analyses. Qu'est-ce qu'une macro-analyse? C'est une analyse d'analyse. On prend des expérimentations qui ont été faites un peu partout dans tous les pays, on les compile et on essaye d'en tirer des conclusions. Alors par exemple sur la lecture, nous avons des macro-analyses qui sont maintenant bien documentées. Elles sont suffisamment documentées pour qu'on puisse en tirer un certain nombre de conséquences. Par exemple, et c'est la seule conséquence qu'on peut tirer des macro-analyses sur la lecture, il faut à un moment donné dans l'apprentissage de la lecture consacrer un peu de temps à la corrélation entre le graphème et le phonème. On dit la macro-analyse ne nous dit rien d'autre. Alors d'abord, la quasi-totalité des enseignants qui apprennent à lire consacrent un peu de temps à la correspondance entre le graphème et le phonème. Et puis ensuite, bien évidemment, tout ceci ne nous dit absolument pas comment on apprend à lire, et encore moins comment on mobilise un enfant sur la lecture. Et même si ces macro-analyses nous expliquaient en détail qu'il faut passer de telle procédure à telle procédure, même si les évaluations, on a un système en France qui s'appelle Evalued, qui évalue avec des tests extrêmement précis, techniques, chaque savoir-faire impliqué dans l'apprentissage de la lecture et à chaque étape, tous les 6 mois de cet apprentissage, même si on avait cela ne nous dirait strictement rien sur le vivant de la lecture. Le vivant de la lecture, c'est le rapport que l'enfant entretient à l'écrit. Le vivant de la lecture, c'est la découverte que l'écrit m'ouvre d'autres horizons, qu'il me permet de communiquer avec d'autres qu'avec mes proches, et que cette communication avec d'autres qu'avec mes proches, elle est passionnante, c'est une aventure fantastique. Alors même si nous savions, et on ne le sait pas, on en est très loin, et je pense qu'on n'y arrivera jamais, réduire la lecture à une série d'algorithmes intellectuels, à partir de l'analyse de l'intelligence artificielle, même si nous savions cela, nous ne saurions pas qu'est-ce qui fait qu'un enfant à un moment décide de ne plus considérer la lecture comme un exercice imaginé par un adulte sadique pour tester sa performance et sa résistance, mais comme au contraire une aventure lui permettant de découvrir d'une manière fabuleuse ce que les hommes ont laissé comme trace
depuis qu'ils ont inventé cette chose merveilleuse. Alors voilà, la question c'est bien, ne nous laissons pas enfermer dans des algorithmes qui écartent méthodologiquement tous les éléments de contexte et isolent quelques procédures abstraites. Oui, il y a des choses en commun, hein, mais ce que l'on trouve à travers ces macro-analyses finit par être insaisissable, c'est le fameux sujet épistémique dont parle Piaget. Et Piaget avait déjà, c'est un grand psychologue que vous connaissez, exploré cette idée, essayons de neutraliser les variables contextuelles et regardons cette espèce de raison pure, et il se référait d'ailleurs explicitement à Kant, cette raison pure que l'enfant a en lui. Et essayons de trouver ce que Piaget appelle le sujet épistémique. Le sujet épistémique, disait Piaget, c'est le sujet abstraction faite de toute détermination sociale et de toute réalité émotionnelle. Alors je ne sais pas si vous avez rencontré parfois dans votre vie un sujet épistémique. Un sujet abstraction faite de tout contexte social et de toute réalité émotionnelle. C'est un objet de recherche, mais ça n'est pas un vivant. Ce vivant-là, il n'existe pas. Et on peut multiplier les macro-analyses, eh bien, plus elles seront macro, plus on nous dira qu'elles sont valables, mais en réalité, plus elles s'éloigneront du vivant, parce que plus elles isoleront des éléments qui ne seront que le plus grand dénominateur commun, mais en réalité le plus petit dénominateur commun de toute une série de choses qui se passent dans toute une série d'endroits. Alors aujourd'hui, on a des macro-analyses qui, pour certaines, sont fondées sur des sciences un peu plus rigoureuses. Par exemple, les neurosciences. Alors là, j'ai apporté mon matériel. Parce que les neurosciences nous apprennent des choses vraiment très intéressantes. Elles nous apprennent, et c'est intéressant, que l'humain n'a pas de zone cérébrale consacrée spécifiquement à la lecture. La lecture est arrivée trop tard dans l'évolution de l'Homo sapiens sapiens, et rien ne s'est spécialisé dans le cerveau pour lire effectivement. Alors qu'est-ce que nous faisons quand nous apprenons à lire? Eh bien, nous utilisons des neurones qui sont dans une zone qui existe déjà, qui est la zone de la vision. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le recyclage neuronal. C'est donc la zone de la vision qui va progressivement être utilisée pour maîtriser la lecture, et l'enfant va transformer cette zone en fonction des stimulations qu'il reçoit et des apprentissages qu'il effectue. Alors il y a quand même un problème. C'est que dans la zone de la vision, quand j'en reste à la vision, eh bien, la caractéristique même de la vision, et c'est nécessaire pour accéder à ce que Piaget appelle la consistance de l'objet, c'est qu'on est capable de reconnaître que c'est la même tasse, qu'elle soit posée comme ça, ou qu'elle soit posée comme ça, n'est-ce pas? Donc, les neuroscientifiques nous disent, quand on regarde une tasse, eh bien, il faut voir le même objet, quel que soit le côté où on le regarde. Mais quand on apprend à lire, nous disent les neuroscientifiques, il se trouve que si on change le sens d'une lettre, ça n'est plus la même lettre. Par exemple, le P et le Q, le B et le D, si on les retourne, c'est pas la même lettre. Et les neuroscientifiques nous disent, attention les enseignants, il faudrait quand même que vous expliquiez à vos élèves que le P et le Q et le B et le D, c'est pas tout à fait la même lettre. Parce que, évidemment, jamais les enseignants n'ont expliqué ça à leurs élèves. Alors, c'est intéressant de savoir, à travers
une recherche scientifique élaborée que, effectivement, il y a un obstacle dans le passage de la vision à la lecture, et que cet obstacle est lié à la façon dont les neurones appréhendent les objets et dont ils doivent ensuite appréhender les lettres. C'est intéressant de le savoir. Ça nous apporte un certain nombre d'éléments, mais ça ne nous apporte aucune méthode miracle d'apprentissage de la lecture. Il n'y a pas de méthode miracle d'apprentissage de la lecture, il n'y a pas de procédure standardisée pour apprendre à lire qui ferait l'impasse systématiquement sur le rapport de l'enfant à l'écrit et sur son désir vivant d'accéder à un monde nouveau qui est le monde de l'écrit. Alors oui, si on s'en tient à ces éléments de contexte pris isolément, eh bien on risque de sombrer encore une fois dans les eaux glacées du calcul. Et puis, pourquoi nous périrons dans ces eaux glacées du calcul aussi? C'est parce que ce qu'on voit émerger aujourd'hui dans le champ éducatif, à travers ce que j'ai appelé tout à l'heure, à la suite de Marx, la prolétarisation des enseignants, c'est une fixation sur des procédures. Les procédures, c'est le comment. Les procédures, on va nous les expliquer, par exemple, sur un sujet aussi important que la mémoire. Alors oui, je trouve que c'est très intéressant d'écouter ce que nous disent les scientifiques sur la mémoire. Ils nous disent que pour mémoriser, il faut essayer de se ressouvenir de la même chose à un peu d'intervalle, qu'il vaut mieux faire chaque jour 10 minutes de piano que 2 heures une fois par semaine, que le cerveau est comme une forêt dans laquelle il y a des chemins qui se construisent et qui s'élaborent, et que si ces chemins ne sont plus empruntés, eh bien, ces chemins sont de nouveau envahis par les ronces et qu'il faut à chaque fois les réorganiser, les retailler. Alors on nous dit cela, et c'est bien, et c'est intéressant de le savoir. On nous donne un certain nombre d'éléments sur la nécessité d'avoir des feedbacks relativement rapides quand on procède à des exercices de mémorisation. Mais les procédures, les algorithmes, au sens étymologique, les algorithmes nous parlent toujours du comment, jamais du quoi. Jamais du pourquoi. Du pourquoi en 2 mots et du pourquoi en 1 mot. Jamais du quoi. Les procédures nous expliquent comment on peut aider un enfant à mémoriser, mais elles ne nous diront jamais, et on ne nous dira jamais, au nom d'une quelconque science, s'il faut faire mémoriser aux enfants des poèmes de Verlaine, des listes de départements, du vocabulaire anglais, des sourates du Coran, ou autre chose encore. Le quoi, c'est bien nous qui en décidons. Et le quoi, on finit par l'oublier quand on a les yeux rivés sur les procédures. On finit par oublier que la mémoire, ça n'est pas la mémoire de rien, c'est toujours la mémoire de quelque chose. Et que parce que c'est la mémoire de quelque chose et de quelqu'un, c'est une mémoire qui est liée à un projet de mémoriser. Et on oublie eh bien que pour mémoriser, il faut peut-être se mettre dans une position qui est celle de réutiliser, voire de réexpliquer à quelqu'un d'autre, etc., etc., toutes choses que les pédagogues ont explorées depuis longtemps, toutes choses que les procédures ne peuvent pas nous enseigner. Oui, on peut identifier ce que l'on appelle des procédures cognitives, mais à condition de bien comprendre qu'elles ne nous exonèrent pas de la réflexion sur la question de la culture, quelle culture pour nos enfants, et sur la question de la mobilisation du sujet sur la culture. Oui, bien sûr, il faudrait qu'il mémorise un poème de Verlaine. C'est bien
Peut-être mon inspecteur m'y oblige, la plupart du temps c'est pas vrai, on s'imagine, mais imaginons que ce soit le cas. Est-ce que je vais procéder d'une manière mécanique à partir d'un standard pour permettre à mes élèves d'accéder à ce poème de Verlaine? Non. Non, parce que tous ne perçoivent pas le même poème de Verlaine, ils ne le perçoivent pas de la même manière. Un la lutte comme un point sur un i, il y en a un qui trouve que c'est débile, l'autre qui trouve que ça lui évoque ce qu'il voit par sa fenêtre, l'autre qui trouve qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire, etc. Peut-être qu'il y en a un qui a besoin de dessiner le poème avant de l'apprendre par cœur et d'en faire un dessin qui lui parle et qui sera en affinité avec le texte. Peut-être un autre élève aura besoin de s'attacher à un vers et puis de se le répéter, d'en faire une sorte de haïku intérieur et puis de construire le reste du poème à partir de là. Peut-être que d'autres auront envie de reconstituer la scène, de dire le poème par écrit, de chercher une musique qui serait susceptible de l'accompagner. Mais tout cela, aucune procédure ne peut nous le prescrire. Tout cela ne relève pas d'un algorithme, tout cela relève de l'inventivité pédagogique des enseignants, dès lors qu'ils ne sont pas considérés comme des prolétaires mettant en œuvre des algorithmes, mais qu'ils sont considérés comme des inventeurs, comme des concepteurs, comme des gens qui, parce qu'ils sont au contact d'une culture pédagogique et qu'entre eux, ils réfléchissent, ils peuvent proposer et non pas simplement exécuter. Alors oui, il y a là, à travers cette hégémonie du comment qui oublie le quoi et le pourquoi, un véritable danger de périr dans les eaux glacées du calcul. J'en ai plus qu'un, ne vous inquiétez pas. Oui, on risque de périr dans ces eaux glacées du calcul parce que le calcul, au fond, fait l'impasse sur toutes les singularités. Et c'est probablement un des plus grands, non pas reproches, mais une des plus grandes constatations que l'on peut faire face à toute une série de données qui émanent aujourd'hui des sciences cognitives et des neurosciences. Certes, ces sciences cognitives nous apprennent que nous avons tous le même cerveau, et ça c'est un bon point. C'est un bon point parce que le fait que nous ayons tous le même cerveau nous donne la possibilité de faire de l'éducabilité de tous autre chose qu'un vœu pieux, mais une réalité. Mais si nous avons tous le même cerveau, eh bien nous n'avons ni la même histoire, ni le même projet. Et je suis inquiet, c'est vrai, je suis inquiet de voir l'hégémonie des sciences cognitives faire passer à la trappe les problèmes sociologiques, par exemple, au nom du fait que tout le monde a le même cerveau. Je suis inquiet de voir que des réalités auxquelles personnellement je suis attaché, par exemple la question de l'inégalité de résultats entre garçons et filles et de la manière dont ils sont traités séparément et conjointement dans l'institution scolaire, sont écartés au nom du fait que les garçons et les filles ont le même cerveau. Évidemment que les garçons et les filles ont le même cerveau. Mais il n'est pas sûr que les représentations de genre au sein de l'institution scolaire n'aboutissent pas à un certain nombre de ségrégations particulières. Moi, j'ai étudié, par exemple, les résultats des filles et des garçons d'une manière un peu approfondie et j'ai constaté, comme tout le monde le constate, dans toutes les disciplines et dans tous les pays du monde, que les filles étaient considérablement en avance partout sur les garçons. Puisque vous savez que dans nos systèmes éducatifs aujourd'hui, on peut dire que globalement, une fille cancre est devenue aussi rare qu'un garçon brillant. C'est-à-dire c'est quasiment inexistant. On est à peu près dans le rapport garçon-fille sur le même rapport que le rapport homme-femme dans les prisons. C'est-à-dire quand on regarde tous les systèmes de relégation dans lesquels sont placés les élèves en grande difficulté, on a le même pourcentage qu'hommes-femmes dans les prisons, 95% de garçons, 5% de filles. C'est toujours pareil. Donc on a des filles qui sont bien meilleures, qui travaillent beaucoup plus et qui ont des résultats
statistiquement excellents par rapport aux garçons. Mais ne croyez pas que pour autant elles sont mieux orientées. Ce serait trop facile. Moi, j'ai fait une expérience très simple qui consistait à comparer les résultats chiffrés des garçons et des filles et à aller mettre ces résultats ensuite sous les yeux des professeurs, en leur disant regardez, vous voyez bien que les filles sont en avance, très en avance sur vous, et puis quand vous me parlez de vos bons élèves, en général, c'est des garçons. Alors comment ça se fait? Et là, la réponse est toujours la même, elle est standardisée. Alors là, elle est absolument identique, quels que soient les cas. Tous les enseignants répondent de la même manière. Les filles ont de meilleurs résultats. Oui, mais c'est normal, c'est parce qu'elles travaillent. Sous-entendu, elles compensent leur manque d'intelligence par un labeur plus besogneux. Sous-entendu, l'école a vocation à privilégier les garçons brillants mais je m'en foutiste aux filles qui bossent d'une manière exigeante et précise. Moyennant quoi, quand il y a une orientation à faire, par exemple chez nous en fin de collège, en fin de la première partie du secondaire, eh bien, une fille qui a 8,5 sur 20, on dira « Ah, elle a bien travaillé, elle a fait son possible, la pauvre. » Et un garçon qui a la même note, on dira « Ah, c'est un fumiste, mais il a des réserves. » Testez cela auprès de votre entourage, et si vous avez la chance d'avoir dans votre entourage un enseignant, on ne sait jamais, eh bien, vérifiez auprès de lui qu'il ne colporte pas ces représentations de genre particulièrement préjudiciables à l'égalité filles-garçons, tout autant pour les filles que pour les garçons. Puisque les garçons s'enferment dans une vision, pour certains d'entre eux en tout cas, s'enferment dans une vision très négative du travail scolaire, parce que le travail scolaire, a fortiori si c'est la poésie évidemment, c'est fait, vous le savez bien, pour les PD et pour les lopètes. Alors si je me permets de dire ça, et en étant un peu brutal dans mon propos, c'est parce que l'égalité du cerveau ne rend pas compte de la réalité, de la diversité de ce qui se passe dans une institution, dans une société, dans une classe. Alors, je vous donne l'exemple, en regardant les garçons et les filles, c'est pas parce qu'ils ont le même cerveau qu'ils ont le même rapport au savoir. Mais on pourrait le regarder d'individu à individu. On pourrait regarder le fait que chaque individu est différent et que son rapport au savoir est lié à son histoire et à son projet. À son projet. Ce qu'oublie ceux qui voudraient réduire l'éducation à des algorithmes, c'est que l'humain n'agit pas selon des causes, il agit selon des raisons. Je cherche des raisons pour agir, et ce ne sont pas les causes qui me font agir. Et les raisons, elles existent parce que j'ai un projet. Quand j'ai un projet, eh bien, je vais chercher des raisons qui me permettent d'aller dans le sens de ce projet. Dit autrement, eh bien, le cerveau, la réalité du cerveau, c'est qu'il n'est pas une machine à calculer, mais qu'il est une machine à arbitrer, ce qui n'a rien à voir. Quand on calcule, il n'y a qu'un seul résultat. Quand on arbitre, on a le choix. On décide au nom de valeurs. Et on prend une option au nom de convictions auxquelles on tient ou de projets vers lesquels on veut aller. C'est une différence fondamentale. L'humain n'est pas un homme de calcul. C'est un homme d'arbitrage. C'est une personnalité, c'est un sujet d'arbitrage. Si vous réfléchissez aux moments importants de votre vie, comme aux moments les plus dérisoires, quand vous allez au supermarché acheter quelque chose, eh bien, vous vous apercevrez, réfléchissez, vous verrez que vos actes, ça n'est jamais un calcul. Il n'y a jamais qu'une seule solution calculable, comme chez Leibniz, Dum Deo calculat fit mundus. Il y a toujours 2 ou 3 solutions et que vous arbitrez. Et vous arbitrez au nom d'arguments qui sont essentiellement axiologiques.
et non pas mathématique. Le cerveau de l'homme n'est pas une machine à calculer, c'est une machine à arbitrer. Mais on veut le réduire parfois à une machine à calculer. Et les algorithmes, y compris dans des professions qui ne sont pas des professions apparemment prolétarisées, eh bien, considèrent parfois l'humain en le réduisant à une machine à calculer. Dans une étude publiée par un organisme indépendant et qui n'est pas suspect de faire le lit des ultra-gauchistes comme moi, puisque c'est la CIA, on trouve un certain nombre d'observations particulièrement précises sur la manière dont, dans l'armée, il faut éviter que les cadres et les responsables aient à arbitrer et qu'il faut donc ne leur proposer que des calculs de telle façon à ce qu'il n'y ait jamais qu'une seule décision possible. C'est la CIA qui l'explique, et qui explique même qu'à terme, c'est les calculs qui vont décider de qui on attaque, quand et comment. Et les calculs vont décider parce que ça permettra d'éviter, je cite, l'aléatoire des décisions humaines. L'aléatoire des décisions humaines. Nous sommes là devant une situation où le vivant est quand même un peu menacé. Il est menacé parce que la psychologie cognitive, les neurosciences sont en réalité toujours tentées de réduire le réel à ce qu'elles en observent et à ce qu'elles décrivent. Ce que j'ai appelé dans mes travaux faire de la métaphysique avec de la méthodologie. Moi, je ne mets pas en cause le fait qu'on cherche des choses. Piaget cherchait le sujet épistémique, très bien, mais il n'a jamais dit qu'un élève c'était un sujet épistémique. Il savait bien qu'à côté du sujet épistémique, il y avait le sujet affectif, le sujet social, qu'il y avait l'homme de projet, qu'il y avait celui qui avait son histoire personnelle, parfois fracassée, et ainsi de suite. Voilà. Alors oui, il faut se méfier des eaux glacées du calcul. Et pour vous montrer que je ne suis pas complètement obtus, je vais terminer cette première partie, non pas par une citation de Karl Marx, mais par une autre de Paul Claudel. Vous voyez que je fais le grand écart idéologique. Paul Claudel qui, dans un magnifique texte où il réfléchit sur l'organisation de ses propres textes, mais aussi il voit par une espèce d'isomorphisme une métaphore de l'organisation de la société, Paul Claudel qui dit, alors je cherche la citation, la voilà, il faut toujours qu'il y ait dans le poème un nombre tel qui l'empêche de compter. Il faut toujours qu'il y ait dans le poème un nombre tel qui l'empêche de compter, sinon, nous périrons dans les eaux glacées du calcul. Merci. Alors nous passons maintenant, attendez, je n'ai pas fini. J'ai fait que la première partie là. La deuxième partie, là voilà. La deuxième partie, c'est que peut-on faire face à tout ce qui nous arrive là? Que peut-on faire? Que peut-on faire? Eh bien, j'ai choisi une autre citation. Alors, comme Marcel Torel est là, il va peut-être pouvoir arbitrer, puisque je viens de dire que le cerveau était une affaire d'arbitrage. Mais là, il s'agit d'une connaissance, donc peut-être qu'il suffit simplement de retrouver la source, et je ne l'ai pas trouvée. J'ai trouvé chez Paul Le Boëc cette phrase. Paul Le Boëc qui est un compagnon de Célestin Freinet. Éduquer, c'est placer l'enfant sur la ligne de développement optimale. Et Paul Le Boëc se réfère à Freinet, dont il dit qu'il a dit cela, mais je n'ai pas retrouvé cette phrase chez Célestin Freinet. Alors, peut-être qu'elle n'existe pas, je vois que... Elle est chez Le Boëc. Alors, eh bien, rendons hommage à Paul Le Boëc, qui est un grand pédagogue, disciple de Célestin Freinet, disciple critique, disciple un peu dissident parfois, en tout cas compagnon, disons. Compagnon, je pense que c'est le terme qui convient. Éduquer, c'est placer l'enfant sur la ligne de développement optimal. Alors, je vous ai dit qu'il fallait récuser les algorithmes, que les algorithmes ne permettaient pas de penser une éducation vivante, mais je pourrais vous dire aussi, et je ne vais pas y passer trop de temps, que tout autant en face des algorithmes, il faut récuser
ce qui serait leur contraire symétrique dans l'absurdité, c'est-à-dire une sorte de naturalisme spontanéiste, qui consisterait à dire il n'y a qu'à laisser l'enfant à lui-même, et puis, après tout, il va grandir, ça va bien se passer. Alors on a des courants comme ça, on a par exemple en France, je ne sais pas si vous avez ça ici en Belgique, mais les écoles dites démocratiques, où les enfants font ce qu'ils veulent et où on considère que la moindre proposition pédagogique est une atteinte à leur liberté. On est là dans une forme de contemplation béate des aptitudes qui s'éveillent spontanément. Je ne crois pas que la vie soit cela. Et peut-être que la meilleure illustration qui me permet de montrer que la vie ce n'est pas cela, je l'ai trouvée chez un biologiste, un épistémologue et un philosophe fantastique que j'aime beaucoup, il s'appelle Georges Canguilhem. Georges Canguilhem qui regarde comment fonctionnent les cellules humaines, et dit qu'il n'y a pas de vie sans normes. Une cellule sans normes, c'est une cellule qui meurt. Une cellule qui n'a pas de frontières avec l'extérieur et qui n'a pas de mode de fonctionnement interne. Mais Canguilhem va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus intéressant encore. Il dit le vivant a besoin de normes, mais il n'a pas besoin de normalisation, il a besoin de normativité. Le vivant a besoin de normes, mais il n'a pas besoin de normalisation, il a besoin de normativité. C'est quoi la normalisation? C'est tous pareil, c'est le cancer. C'est les cellules toutes identiques qui... voilà, ça c'est la normalisation. La normativité, c'est quand le vivant vit grâce aux règles qu'il s'est construites et qui, dans l'histoire, ont été sélectionnées pour permettre aux vivants de perdurer, dit Canguilhem. Donc ceux qui récusent les normes, au nom de la normalisation, ont raison. Il ne faut pas de normes normalisatrices, ce sont des normes cancérogènes. Il faut des normes normativantes. Je ne sais pas, c'est un néologisme un peu bizarre. Enfin, je l'invente ce soir. Il faut des normes porteuses de normativité, c'est-à-dire des normes qui soient l'expression même des conditions d'émergence et de développement de la vie. Des normes qui soient l'expression des conditions d'émergence et de développement de la vie. C'est la raison pour laquelle toute éducation qui récuserait systématiquement toute forme de normes serait évidemment pas une éducation. Elle aurait une conception tronquée, fausse, idéaliste, spontanéiste du vivant. Ce naturalisme-là confond la spontanéité et la liberté. L'enfant spontané n'est pas libre, il reproduit les stéréotypes de la publicité et de ce qu'il trouve sur Internet. Si on veut qu'il soit libre, il faut lui imposer parfois de se décaler par rapport à ça. La spontanéité n'est pas la liberté, disait le philosophe Alain, il avait raison. La spontanéité et le respect de la spontanéité absolue ignorent et laissent se développer les inégalités, ignorent les normes sociales créatrices de solidarité. Et puis l'absence de normes dans l'éducation, c'est impossible au point que, comme l'ont bien montré des gens comme Bruno Bettelheim, celui, quand il analyse ce qu'il voit à Summerhill, l'école de Neil, il dit Summerhill est une magnifique école où on réussit très bien, mais pas du tout parce qu'il y a une bonne pédagogie. Il n'y a pas de pédagogie, elle est très mauvaise la pédagogie. On y réussit bien parce que Neil est un type formidable et qu'il a une emprise terrible sur l'esprit de ses élèves, et que pour obtenir son amour, les élèves feraient absolument n'importe quoi. Parce que si on n'a pas de normes dans l'éducation, on est obligé de récupérer en séduction ou en emprise bien plus que l'on abandonne en contrainte. Bien plus que l'on abandonne en contrainte. Or, on se libère beaucoup plus difficilement de la séduction ou de l'emprise que des contraintes que l'on vous impose, parce que pour faire sauter la séduction ou l'emprise, il faut quasiment exploser en vol.
il faut parfois même brutaliser la relation que l'on entretient avec celui qui vous met sous emprise, alors que si la contrainte est féconde, eh bien, l'obéissance à la contrainte vous permet d'accéder à la liberté. Alors oui, éduquer, c'est placer l'enfant sur la ligne de développement optimal. C'est pas le laisser patauger dans l'infantile. Voilà. Il y aurait une conception de l'éducation qui, au nom du respect de l'enfant, laisserait l'enfant patauger dans l'infantile. Il est infantile, il va rester dans l'infantile, qui patauge dans l'infantile, qui fasse ses caprices, et de là naîtra spontanément un homme libre, un citoyen éclairé. Ben ça marche. Éduquer, c'est placer l'enfant sur la ligne de développement optimal, en articulant l'accueil de l'enfant tel qu'il est et l'exigence pour qu'il se dépasse. Voilà quelque chose que moi j'ai beaucoup appris chez Célestin Freinet, chez Célestin et Élise Freinet. Alors j'ai un peu honte d'en parler devant des grands spécialistes de Freinet qui sont dans la salle, mais moi, jeune instituteur, j'ai pratiqué ce que Freinet appelle le texte libre. Alors je ne suis pas sûr de l'avoir très bien fait. J'avais mis en place en début de matinée ce que dans la pédagogie institutionnelle on appelle le quoi de neuf, c'est-à-dire un petit moment où chacun apporte des choses, et à cette occasion-là, je me saisissais de tel ou tel élément, tel élève qui me racontait un film qu'il avait vu, ou qui me parlait de quelque chose, en lui disant « et si tu écrivais peut-être ?» Alors parfois il le faisait, parfois il ne le faisait pas. Je dirais que c'était peut-être pas complètement du texte libre, mais je crois que si, parce que je n'ai jamais contraint un enfant à écrire. J'ai simplement cherché à susciter des occasions pour qu'il se donne des objets d'écriture. Alors chaque enfant écrivait son texte, et je respectais cette expression, entre guillemets, spontanée. J'avais besoin de cette expression-là, et c'est, je crois, le sens qu'on peut donner à l'idée de méthode naturelle chez Freinet, parce qu'elle exprimait le vivant de cet enfant, ce qui lui tient à cœur, ce qui lui tient au corps, puisqu'on parle de corps. Mais en même temps, bien sûr, à aucun moment, je ne me suis agenouillé devant un texte bourré de fautes d'orthographe, de répétitions, sans virgule ni point, ni majuscule. C'est pas parce que l'expression est libre qu'elle peut être mauvaise. Et le vrai respect de l'enfant, c'est pas s'agenouiller devant le premier jet d'une expression libre. C'est l'aider et surtout faire en sorte de mettre en place des situations coopératives avec ses pairs pour que l'enfant puisse intérioriser l'exigence et progresser. Alors moi, j'avais une méthode, mais peut-être que ce n'est pas la bonne. Je demandais à l'enfant de venir écrire au tableau son petit texte. Il l'écrivait. Et puis ensuite, il restait à côté du tableau, et moi je restais en général à côté de lui. Et on demandait aux collègues qui étaient là, aux enfants qui étaient là, aux autres, de faire des propositions pour améliorer ce texte. Il faisait des propositions, mais attention, l'enfant auteur du texte n'était pas obligé de prendre toutes les propositions. Il devait examiner les propositions pour vérifier si elles amélioraient son texte ou si elles le dévoyaient. Quand on lui proposait de remplacer un mot par un autre, il pouvait dire non, moi je suis pas d'accord, ce mot-là, c'est pas ma pensée, c'est pas ce que je veux dire. Il disait pas c'est pas ma pensée, il disait c'est pas ce que je veux dire. Mais il disait là, au contraire, ça va bien. Qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce que j'avais envie qu'il se passe, et je crois que beaucoup d'enseignants ont envie qu'il se passe, dans l'interaction entre la classe, le maître et l'élève qui porte son texte, eh bien, on fait intérioriser progressivement l'exigence sur une expression qui a été d'abord spontanée. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans le mouvement qui vient de l'élève lui-même, mais on ne s'arrête pas à une admiration béate de ce qu'il a fait, on l'aide à s'exaucer au-dessus de lui-même, et on le met dans une position telle avec ses camarades et avec le maître qu'il puisse s'exaucer au-dessus de lui-même. Et à l'époque où j'étais jeune instituteur, je ne connaissais pas encore cela, mais j'ai travaillé après sur les grands psychologues, j'évoquais Piaget tout à l'heure, et j'ai trouvé la théorisation de ça chez Piaget, dans ce qu'il définit comme étant la décentration. Il écrit Piaget que chacun
sans sortir de son point de vue et sans chercher à supprimer les croyances et sentiments qui font de lui un homme en chair et en os, un homme vivant, attaché à une portion bien délimitée, bien vivante de l'univers, apprennent à se situer parmi l'ensemble des autres hommes. Que chacun tienne ainsi à sa perspective propre, le gars il tient à son texte, comme à la seule qu'il connaisse de l'intérieur. Oui, sa perspective propre est la seule qu'il connaisse de l'intérieur, et Piaget a raison. Mais que chacun comprenne l'existence des autres perspectives, que chacun comprenne surtout que la vérité en toute chose ne se rencontre jamais toute faite, mais s'élabore lentement grâce à la prise en compte réfléchie des perspectives que les autres m'amènent. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est une bonne formalisation de ce qui peut se passer dans ces interactions quand on part d'une expression, mais que bien sûr, on ne s'en tient pas là, parce que le mot-clé, le mot qui incarne le mieux le respect de l'enfant, c'est le mot exigence. Bien sûr, seul l'enfant peut décider d'apprendre. Je ne peux pas apprendre à sa place, ni à nager, ni à écrire, ni à quoi que ce soit. C'est lui qui va apprendre. Et c'est lui qui prendra la décision de se lancer dans l'apprentissage, de commencer. Vous savez, c'est compliqué commencer. Le gamin à qui on dit tu vas réciter la poésie devant la classe, là, il a la trouille. Il faut que, souvent, il faut lui garantir que la classe est ce que j'appelle, moi, un espace hors menace. C'est-à-dire qu'il ne sera pas humilié. Et que s'il échoue ou il est en difficulté, on ne lui en tiendra pas rigueur pour le restant de sa vie scolaire. Donc il faut qu'il prenne une décision dans un cadre qui est un cadre bienveillant. C'est le cadre qui est bienveillant, à mon avis, plus que les personnes. On insiste beaucoup aujourd'hui sur la bienveillance. Mais trop souvent, je crois, en faisant de la bienveillance quelque chose d'entièrement relationnel. Pour moi, la bienveillance, c'est un cadre d'abord. C'est un cadre sécurisant et instituant. Seul l'enfant peut décider d'apprendre et il faut s'articuler à son expression et ses projets. On ne peut pas partir d'autre chose que l'enfant. Ce n'est pas la peine d'essayer. Mais il ne faut pas non plus qu'il s'enferme dans son donné. Il faut le placer dans des situations où il puisse progresser en explorant et en comprenant le monde. C'est bien cela l'éducation. C'est du vivant qui se nourrit de vivant. C'est du vivant qui se nourrit progressivement de vivant, d'une culture vivante. C'est l'exploration par un vivant de ce qui vit. Et c'est le métabolisme par lequel ce vivant s'incorpore les savoirs pour en faire du vivant. Moi, j'ai beaucoup appris de quelqu'un qui, je sais, était très attaché à la Belgique et qui venait souvent, Albert Jacquard, dont j'ai été un compagnon de route longtemps. Et Albert Jacquard avait une métaphore que je trouve absolument délicieuse, même si elle est un peu triviale. Il disait, regardez, là il y a un lapin, là il y a la luzerne. Quand le lapin mange la luzerne, ça fait du lapin. Ça ne fait pas du lapin plus de la luzerne. La luzerne fait du lapin. Les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, quand Paul les apprend, ça fait Paul. Ça ne fait pas Paul plus des mathématiques. Si ça fait Paul plus des mathématiques, Paul il va réussir à son examen. Parce que le jour de l'examen, il va recracher les mathématiques. Mais Paul il n'aura pas progressé. Paul il n'aura pas avancé. Parce que Paul il n'aura pas métabolisé les mathématiques. C'est-à-dire il n'aura pas fait quelque chose qui lui appartient, qui est de lui et qui devient du vivant. Le savoir est souvent fossilisé pour qu'il devienne vivant. Il faut que l'enfant se l'incorpore. Et c'est bien là comme le lapin. Éduquer, c'est placer l'enfant sur la ligne de développement optimale, en organisant des institutions qui permettent d'accéder aux valeurs nécessaires à la construction du collectif. La notion d'institution est très importante pour moi. Instituer, c'est faire tenir debout étymologiquement. Faire tenir debout. Instituer, c'est organiser. Et j'ai beaucoup appris dans ce domaine-là d'un pédagogue qui me semble un des grands de ce XXe siècle, qui est Janusz Korczak. Dans la maison des orphelins de Korczak, il y a un tribunal.
ce tribunal, on dirait, faire un tribunal dans une école, c'est compliqué, mais Korczak, il ne fait pas un tribunal n'importe comment. Hein. Il fait un tribunal d'abord parce qu'il y a des infractions, il y a des gens qui transgressent un certain nombre de règles, et il pense qu'il faut que les enfants créent de la normativité. Il pense que si lui punissait les enfants pour qu'ils ne fassent jamais de mal, ce serait de la normalisation. Et il a raison. La normativité, c'est quand le collectif va s'organiser pour réguler, pour promouvoir une valeur. En l'occurrence, dans le tribunal, c'est la justice. Alors ce tribunal, il est très particulier. Hein. Ce tribunal, il a une valeur. Toute institution incarne une valeur, ou des valeurs. Mais toute institution est construite sur des principes, qui sont la déclinaison des valeurs. Et les principes du tribunal chez Korczak, c'est le fameux Code des enfants. Korczak a passé 4 ans à le rédiger. Il y a 1000 articles, qui commencent à l'article 1, le tribunal se déclare incompétent parce que le fait n'a pas eu lieu. À l'article 1000, le tribunal estime que l'enfant en question doit être exclu définitivement de l'orphelinat ou de l'école. Et ce que propose Korczak, c'est qu'on examine tous les articles les uns à la suite des autres. Alors, il y a des raccourcis, ne vous inquiétez pas, vous trouverez facilement sur Internet les 1000 articles du tribunal de Korczak, qui sont très intéressants à observer. Mais les principes, ils sont là. Ce que veut Korczak, c'est que les enfants examinent les choses. Et qu'ils les examinent en partant, ça n'a pas eu lieu, jusqu'au plus grave qui entraîne l'exclusion. Et alors ce tribunal, il a une valeur, la justice, des principes, un code, il a des règles. Comment on fait? Dans la semaine, tous ceux qui ont une plainte à formuler contre notre enfant mettent cette plainte dans une boîte. Il utilise beaucoup les boîtes à lettres. À la fin de la semaine, on ouvre la boîte et on identifie tous les enfants, soit qui se sont plaints, soit qui sont l'objet d'une plainte. Parmi les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas concernés, on tire au sort 3 enfants qui vont être les juges. Ils vont examiner les différentes plaintes qui sont écrites en leur appliquant le code qui est écrit. Et vous me direz, l'adulte, il fait quoi là-dedans? Ah, c'est très intéressant chez Korczak. L'adulte a un rôle essentiel. L'adulte est le greffier. C'est-à-dire qu'il écrit ce que disent les enfants sur un grand livre qui restera consultable par tout le monde et dont les propos seront en quelque sorte pérennisés. C'est pas rien. Le gamin qui s'exprime, qui a une plainte à apporter, il sait que l'adulte, il est là, et que l'adulte, il écrit ce qu'il dit. Et si l'adulte écrit ce qu'il dit, il ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Il va être obligé, dit Korczak, d'y réfléchir à 2 fois, et puis de se dire, est-ce que ce que je dis là, je l'assume? Est-ce que c'est un moment de colère, une irritation provisoire, ou est-ce que c'est quelque chose que j'assume qui sera écrit par le greffier dans le livre et qui va rester? Et Korczak explique cette règle-là. Elle oblige l'enfant à s'exaucer au-dessus de lui-même. C'est une belle contrainte. Le maître incarne ici, à travers le greffier, une figure tutélaire qui dit en quelque sorte attention à ta parole. Attention à ta parole. Je ne t'empêche pas de parler, au contraire, le tribunal c'est fait pour que chacun se défende ou accuse, mais attention à ta parole et à la qualité de ta parole. Une institution, c'est ce qui vit et qui fait vivre des individus. Il y a une valeur, des principes, des règles, il y a aussi des rituels. Hein? On les trouve dans toutes les institutions scolaires, des rituels sur la prise de parole. Alors, dans les institutions de nos sociétés, il y a aussi des rituels. Chez nous, en France, je ne sais pas chez vous, mais la justice a encore beaucoup de rituels, y compris vestimentaires. Hein? Et tout cela garantit l'implication de chacun pour qu'il progresse et découvre l'importance de la solidarité. Parce que le tribunal n'est pas fait simplement chez Korczak pour régler les différends entre les enfants.
Il est fait pour que chaque enfant, ceux qui sont impliqués, ceux qui jugent et ceux qui regardent et écoutent, réfléchissent grâce à l'institution. L'institution est là pour que les enfants réfléchissent à ce qu'ils ont fait et à ce qu'ils veulent faire. Il le place sur la ligne de développement optimal. Alors oui, on peut construire des situations qui comportent ce que j'appelle des contraintes fécondes, c'est-à-dire des contraintes normatives, pas normalisatrices. Moi, je ne suis pas un adversaire des contraintes, bien au contraire. Après avoir été enseignant du premier degré, j'ai été professeur de lettres et j'étais passionné à l'époque par un mouvement littéraire qui est le mouvement de l'Oulipo. Alors l'Oulipo, c'est un mouvement qui a d'ailleurs pas mal diffusé chez vous en Belgique, l'ouvroir de littérature potentielle. C'est un mouvement qui a été fondé par Raymond Queneau et toute une série d'autres écrivains. Et c'est un mouvement dont un des personnages les plus connus s'appelle Georges Perec. Et Georges Perec a écrit un livre fabuleux que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu, qui s'appelle La Disparition. C'est le seul livre en français qui fait plus de 300 pages et qui n'utilise pas une seule fois la lettre E, qui est la lettre la plus utilisée dans la langue française. Quand j'ai lu La Disparition, moi, je ne m'en suis pas aperçu qu'il n'y avait pas la lettre. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est imaginatif, qu'est-ce que c'est formidable, mais où il va chercher tout ça? Alors j'ai lu des interviews de Perec et j'ai découvert que Perec, il n'avait pas utilisé la lettre E. Et il dit, oui, cet interdit que je me suis donné m'a obligé à inventer, à aller chercher, à aller trouver, à utiliser des choses que jamais je n'aurais pu imaginer ou penser ou faire jusque-là. C'est la contrainte féconde. Et dans l'écrit, je trouve que c'est extraordinaire, la contrainte féconde. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup utilisé, et j'utilise encore en formation, ce qu'on appelle le lipogramme. Le lipogramme, c'est l'interdiction d'une lettre. C'est-à-dire, je dis aux gens, vous avez une chose à dire, bon, on prend une définition, définissons la coopération, tiens. Vous allez la définir sans la lettre A, sans la lettre E, sans la lettre I, sans la lettre O, sans la lettre U. Et vous allez chercher des mots pour définir cela. Parce que vous avez une interdiction, c'est d'utiliser une lettre. Et puis ensuite, vous vous réunirez, ceux qui ont la lettre A interdite, la E, et vous aurez un nombre de mots pas possible. Et vous allez construire une définition 100 fois plus riche. Parce que, grâce à la contrainte, vous aurez intégré cette contrainte comme un outil pour aller chercher ailleurs. Alors bien sûr, toutes les contraintes ne sont pas fécondes, il y a des contraintes idiotes, il y a des contraintes absurdes. Mais en matière éducative, la contrainte peut être féconde si elle permet à l'enfant de se dépasser, si elle permet à l'enfant de trouver, de chercher, d'aller voir ailleurs, de comprendre des choses qu'il ne comprenait pas jusque-là. La contrainte est féconde quand elle permet au sujet de passer du réflexe à la réflexivité, quand elle lui donne la possibilité de surseoir à l'immédiateté du Korczak et d'accéder à la pensée en s'enrichissant par la culture et les échanges avec les autres. La contrainte est féconde quand elle ouvre les perspectives. Quand elle les referme, évidemment, c'est plus une contrainte, c'est une sorte de loi, voire de caprice de l'enseignant pour être tranquille et avoir la paix. Korczak disait, tu peux contraindre pour avoir la paix, tu ne l'auras pas. Mais tu peux aussi inventer une belle contrainte pour lui permettre de se dépasser. Et Korczak, qui fait l'éloge de la contrainte, c'est qui, vous connaissez son histoire avec sa fin tragique, août 1942, il part à Treblinka avec les 192 enfants de son orphelinat, il a refusé le passeport américain qu'on lui proposait, il sera gazé dans la journée. Mais on connaît cette fin tragique de Korczak, on connaît moins le fait qu'en 1921, il a été le premier rédacteur de la première déclaration des droits de l'enfant. Et c'est pas inintéressant de comprendre, de voir que c'est le premier rédacteur de la déclaration des droits de l'enfant qui fait l'éloge de la belle contrainte, qui dit les droits de l'enfant, c'est de rencontrer des belles contraintes. Et le rôle des éducateurs, c'est de les trouver. Voilà. Alors on pourrait bien sûr continuer, éduquer
l'enfant, c'est le placer sur la ligne de développement optimal, Paul Le Boët, en organisant une coopération qui soit basée sur la solidarité en acte. Là encore, Albert Jacquard m'a beaucoup appris. Il m'a dit, il y a déjà bien longtemps de ça, bien avant que l'écologie soit à la mode, Albert Jacquard me disait, la solidarité, Philippe, ça n'est pas une valeur, d'abord c'est un fait. Nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires et nous avons appris au cours du XXe siècle que nous étions solidaires. Rien de ce qu'une personne fait n'a pas d'impact sur son environnement et sur la terre entière. Nous sommes solidaires et nous pouvons activer la solidarité pour notre bien commun ou nous pouvons activer la solidarité pour notre malheur réciproque. Et il nous disait, aujourd'hui les humains ont activé la solidarité pour leur malheur. Oui, les Africains sont solidaires de ce que nous avons fait. C'est parce qu'ils sont solidaires de nous que nos pillages chez eux et tout ce que nous avons gaspillé de biens est quelque chose qui les a terriblement mis en situation de détresse. Eh bien, cette solidarité, il faut la renverser. Il faut qu'elle ne soit pas au service de l'humiliation, au service de l'inégalité et de l'injustice, mais au service de la coopération, de la construction du bien commun. Construire le bien commun, bien c'est travailler ensemble pour que l'apport de chacun soit reconnu et même indispensable à la réussite de tous, et que la réussite de tous permette le progrès de chacun. La coopération, c'est quelque chose d'étrange, c'est compliqué, c'est difficile, et je n'ai pas le temps de développer cela, je ne suis pas le plus compétent d'ailleurs sur la question, mais c'est quelque chose qui doit tisser, je crois, le droit à la différence avec le droit à la ressemblance. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont milité longtemps pour le droit à la différence, et on a bien fait de militer pour le droit à la différence. On a bien fait de militer pour le droit à la différence, pour arrêter de stigmatiser ceux qui ne sont pas habillés comme nous, les noirs, les homosexuels, etc., etc. On a bien fait. C'était indispensable et nécessaire. Mais je crois aujourd'hui que ce droit à la différence n'a de sens que s'il est tissé. Et j'emploie le mot tisser parce que le tissage, c'est les deux choses qui, vous savez, vont dans des sens différents pour constituer un tissu. Les fils sont tissés les uns avec les autres, avec le droit à la ressemblance. Oui, l'autre est différent, mais je suis comme lui, un humain, et je partage avec lui cette humaine condition dont parlait Montaigne, qui fait que nous nous ressemblons par nos questions, même si nous différons par nos réponses. Je pense que c'est cela la vraie interculturalité. La vraie interculturalité, c'est la reconnaissance de la différence des cultures, pas le relativisme, pas l'égalité des cultures, mais de la différence des cultures, mais c'est la reconnaissance aussi que toutes ces cultures renvoient à des questions anthropologiques fondamentales que nous nous posons tous, que nous n'avons pas résolues, et qui constituent notre fond commun d'humanité, qui constitue même ce fond commun d'humanité le plus précieux que nous avons, qui n'est pas notre force, qui est notre fragilité. Notre humanité, elle est dans notre fragilité, dans le fait que nous ne savons pas d'où on vient, où on va, comment nous situer par rapport aux autres. Nous ne savons pas comment faire pour aimer l'autre sans le manger, ou être aimé de l'autre sans être mangé par lui. Nous sommes fragiles à cet égard. Nous sommes infiniment fragiles parce que nous cherchons des certitudes, alors que nous savons bien que ces certitudes vont être terribles, elles vont nous couper des autres, il nous faudrait de l'inquiétude pour progresser. Et l'inquiétude, c'est de la fragilité. Nous sommes tous des humains fragiles, et cette fragilité, si nous la reconnaissons comme notre commune humaine condition, alors elle peut nous permettre de travailler ensemble, et elle peut nous permettre de faire de la coopération, pas une espèce de machine, pas une manufacture à la Marx, avec ceux qui conçoivent, ceux qui exécutent, et puis les chômeurs, mais un véritable outil de création de ce droit à la différence tissé en permanence avec ce droit à la ressemblance. Ce tissu, c'est le tissu social par excellence. Alors,
Moi, je dis souvent que l'expérience fondatrice, l'expérimentation que les enfants doivent faire, c'est celle du monde puzzle, celle de la complémentarité des parties. Et que la classe peut être un puzzle. Il y a d'ailleurs un penseur américain que j'aime bien, Elliot Aronson, qui a construit toute sa théorie sur l'idée de la classe puzzle. Je crois que découvrir que l'humanité est un puzzle où chacun a une place qui n'est pas toute la place, mais qu'à sa place, il contribue à créer cette humanité solidaire. Cela permet d'accéder à la solidarité pour la terre-patrie et que cela nous permet de faire de notre appartenance commune au monde une appartenance vivante et non pas une juxtaposition d'individus dont les pulsions seraient progressivement gérées par les algorithmes de Google. Je conclus, parce que le temps est passé. Je conclus en disant que, bien sûr, j'ai durci le trait. C'est le jeu. Je n'ai pas une série de 12 conférences devant moi. Donc j'ai durci le trait, j'ai un peu opposé les choses. Et puis j'ai réfléchi avec vous. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui à l'éducation. Soit aller chercher des remèdes miracles. Alors ces remèdes miracles seront des procédures neurocognitives. C'est ce qu'on va chercher chez les neuroscientifiques. Soit des remèdes miracles qui pourront être un mélange de tisane, méditation de pleine conscience, bouddhisme avec une pincée d'écologie et une note de Céline Alvarez. Ces remèdes miracles, je pense qu'ils nous perdront. Nous n'avons pas besoin de remèdes miracles. Nous ne voulons pas de remèdes miracles. Nous voulons être des acteurs qui pensons notre métier, qui nous formons collectivement, qui avançons ensemble. Éduquer et enseigner ne sont pas des métiers d'exécutants condamnés à reproduire des procédures standardisées. Ce sont des tâches qui imposent d'observer, de décider en permanence, de se mobiliser pour mobiliser les élèves, de désirer pour susciter le désir, d'accompagner le vivant de manière exigeante, sans pour autant en circonscrire les expressions, en laissant ces expressions aller au bout d'elles-mêmes avec exigence. Alors, oui, c'est compliqué, oui, peut-être, et j'ai commencé par Marx, finissons par Marx, peut-être faut-il que les professeurs de tous les pays s'unissent, professeurs de tous les pays, unissez-vous pour refuser la dictature des algorithmes, des procédures et des remèdes miracles. La dictature de la neurochirurgie d'un côté et de la tisane de l'autre, de ceux qui nous font croire qu'enseigner, soit c'est une série de mécaniques automatiques, soit c'est une espèce de manière d'accompagner passivement et béatement des soi-disant aptitudes qui s'éveillent. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué et je suis convaincu comme vous qu'on n'a pas gagné la partie. Qu'on n'a pas gagné la partie, qu'on a des adversaires forts, en particulier les industries du numérique, ne nous le cachons pas. Les industries du numérique représentent plus à elles toutes que le produit national brut de l'ensemble de la planète, vous le savez. Ces industries du numérique se réunissent tous les ans à Doha, au Qatar, sous l'égide de la troisième femme de l'émir du Qatar. Vous savez que le Qatar est un pays extrêmement démocratique puisque le budget de l'État est confondu avec celui de la famille royale. Enfin, en Belgique, vous en avez eu, le budget, heureusement, n'est pas confondu. Et là, ils imaginent une école, et c'est le patron de Google qui s'exprimait il y a 3 ans lors de ce WISE, le World International Summit of Education, en disant « viendra bien un jour où les enseignants ne seront plus des obstacles à l'homogénéité de la transmission des connaissances. Viendra un jour où nous pourrons tester tous nos enfants pour savoir exactement ce dont ils ont besoin et donner à chacun les programmes et les logiciels qui lui permettront d'accéder aux connaissances les plus utiles pour sa vie sociale.
et surtout les plus utiles pour le bénéfice de ces grandes entreprises du numérique. Alors il faudra que nous nous serrions les coudes pour résister. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple et il faudra que nous gardions la foi, même si de temps en temps nous sommes un peu découragés. Moi, ça m'arrive de l'être. Alors de temps en temps, je lis ou je relis ceci ou cela, et je lisais récemment un petit livre de Régis Debray qui s'appelle Bilan de faillite, où il revient sur sa vie et où il s'adresse à son fils en lui disant: si nous n'avions pas d'autre source d'énergie que le bon sens, nous ne pourrions que négocier au jour le jour la déprime. Comme dans un naufrage, chacun pour soi. Mais ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous dépasse. Et ce qui nous dépasse n'a souvent ni queue ni tête pour les gens raisonnables, qui croient dans les faits et rien que dans les faits. On ne vit, dit Régis Debray, qu'avec un indémontrable chevalier au corps. Et si tu veux pouvoir aller jusqu'au bout de toi-même, préserve en toi la part du feu. Alors mes amis, je n'ai qu'un vœu dans ce dernier jour de janvier, cet avant-dernier jour de janvier où on peut encore faire des vœux à faire: préservons en nous la part du feu. Merci.